J'emménage mercredi après-midi, m'a lancé Oriane avec ce clin d'œil complice qui me donnait toujours la nausée. Elle a pris une gorgée de son mimosa, son petit doigt en l'air, avant d'ajouter triomphalement, « Papa a déjà donné son accord final. » C'est réglé. J'ai senti mon estomac se nouer, mais mon visage est resté de marbre. Sous la table, ma main a glissé dans mon sac à main, mes doigts se refermant sur le métal froid de mon téléphone. J'ai ouvert mon application de domotique. Le système de sécurité de ma villa, un véritable fort numérique, était programmé. Activation totale prévue pour mercredi matin, détection de mouvements infrarouges, enregistrement 4K, et surtout, appel automatique aux forces de l'ordre. Elle pensait arriver dans une maison de vacances gratuite. Elle allait débarquer en enfer. Avant de vous raconter comment ma propre sœur a tenté de voler la maison que j'ai construite de mes mains, et comment sa cupidité l'a menée droit dans un piège implacable, j'aimerais savoir d'où vous écoutez cette histoire. Dites-moi en commentaire votre ville ou votre pays, et quelle heure il est chez vous en ce moment même. J'adore lire vos messages aux quatre coins du monde. Tout a commencé bien avant ce fameux mercredi. Je me tenais dans mon bureau du 16e arrondissement de Paris, le lundi matin. La pluie fouettait les grandes baies vitrées, transformant la ville lumière en une peinture impressionniste grise et floue. C'était un temps parfait pour mon métier. Je suis née. Je crée des parfums. L'odeur qui régnait dans mon laboratoire ce matin-là était un mélange complexe de vétiver terreux et d'une pointe d'agrumes amers. Je l'avais baptisé l'orage. C'était ironique, car une tempête personnelle était sur le point d'éclater. Mon téléphone a vibré sur la paillasse en marbre, brisant ma concentration. L'écran affichait papa. J'ai hésité. Depuis la mort de maman il y a 15 ans, les appels de Renaud, je l'appelais souvent par son prénom dans mes pensées, tant il avait démissionné de son rôle de père, n'annonçait jamais rien de bon. Soit il avait besoin d'argent, soit Oriane avait besoin d'argent. « Allô, papa ?» ai-je répondu, en essayant de garder ma voix neutre. « Flavie, ma chérie. » Sa voix était trop enjouée, trop forte. Une voix de coupable. « J'ai une merveilleuse nouvelle. Ta sœur a enfin décidé de tourner la page. » Je me suis appuyée contre le comptoir, fermant les yeux. Oriane, 38 ans, l'aînée, l'enfant prodige, l'ancienne reine de beauté du lycée qui n'avait jamais rien accompli d'autre que 2 mariages ratés et une série de faillites personnelles que j'avais dû éponger. C'est bien, papa. Qu'est-ce qu'elle va faire? Travailler? Un silence gêné au bout du fil. Ne sois pas cynique, Flavie. Tu sais qu'elle traverse une période difficile avec son divorce. Thierry a été monstrueux avec elle. Bref, elle a besoin de se ressourcer. De calme. D'air marin. J'ai senti le piège se refermer avant même qu'il ne prononce les mots fatidiques. Alors, je lui ai dit qu'elle pouvait s'installer aux Agapantes. Juste pour quelques mois. Le temps qu'elle se refasse une santé. Les Agapantes. Ma villa à Saint-Jean-de-Luz. Mon sanctuaire. Ce n'était pas une maison de famille héritée. C'était une ruine que j'avais achetée avec mes premiers gros bonus il y a 10 ans, que j'avais rénovée pierre par pierre. C'était l'endroit où je gardais la collection d'orchidées rares de maman. C'était le seul endroit au monde où je me sentais en sécurité, loin des exigences de ma famille toxique. Non, ai-je dit calmement. Comment ça, non? La voix de mon père a durci instantanément. La façade joviale s'est effondrée. Non, Oriane ne va pas aux Agapantes. La dernière fois qu'elle y est allée, elle a laissé son chien creuser dans le jardin d'hiver et a détruit 3 espèces d'orchidées hybrides que je mettais 5 ans à cultiver. Elle a laissé la cave à vin ouverte et a bu pour 2000 € de millésime. C'est on. Tu es égoïste, Flavie. A crié mon père. Tu as tout. Tu as le succès, l'argent, Paris. Ta sœur n'a plus rien. Elle est à la rue. C'est ta famille. J'ai déjà promis. Tu as promis une maison qui ne t'appartient pas, Renaud. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une vieille rage froide, celle qui s'accumule goutte à goutte depuis l'enfance. Depuis le jour où ils ont vidé mon compte épargne universitaire pour payer la carrière de mannequin d'Oriane qui n'a duré que 3 semaines. Je pensais que la conversation était close. Je pensais que mon nom avait un poids. Quelle naïveté. Le lendemain, lors de ce brunch dominical obligatoire, Oriane m'avait annoncé son déménagement avec ce sourire vainqueur. Elle ne demandait pas.
Elle informait. Elle pensait que l'autorité de papa et ma passivité habituelle suffiraient. Elle pensait que j'étais toujours la petite sœur timide qui s'écrasait pour avoir la paix. Mais elle ignorait une chose. L'architecte qui avait conçu la rénovation des Agapantes avait installé un système que seul moi contrôlais. Et surtout, elle ignorait que je n'étais plus la même femme. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est qu'elle ne viendrait pas seule. Et que la violence qu'elle allait apporter à ma porte dépasserait tout ce que j'avais imaginé. J'ai quitté le restaurant sans finir mon assiette. La pluie avait cessé, laissant place à un ciel grisacier qui reflétait parfaitement mon état d'esprit. Je suis montée dans ma voiture et, au lieu de rentrer chez moi, j'ai conduit directement à mon bureau pour m'enfermer. J'avais besoin de transformer ma colère en stratégie. C'est ce que je faisais de mieux. Créer un parfum demande de la patience, de la précision et une compréhension intime de la réaction entre les éléments. La guerre familiale demandait exactement les mêmes compétences. J'ai appelé la société de sécurité privée qui gérait ma villa au Pays Basque. Monsieur Etcheverry ? C'est Flavie à l'appareil. Nous devons passer en protocole rouge. Il y a eu un silence respectueux à l'autre bout du fil. Monsieur Etcheverry, un basque robuste de 60 ans, connaissait bien ma famille. Il avait dû intervenir 2 ans plus tôt pour sortir un des amis d'Oriane qui avait organisé une fête non autorisée dans mon jardin. Compris, madame. Je verrouille tout. Tout. Les volets roulants blindés du rez-de-chaussée, le portail principal et surtout, je veux que les capteurs de pression du jardin soient activés. Si quelqu'un essaie de passer par la baie vitrée côté océan, je veux le savoir avant même qu'il ne touche la poignée. Et pour les codes d'accès, demanda-t-il. Changez-les. Tous. Le code du portail, le code de l'alarme, et désactivez les clés physiques. Seule mon application doit pouvoir déverrouiller l'entrée principale. Après avoir raccroché, j'ai ouvert ma galerie photo sur mon téléphone. J'ai fait défiler les images jusqu'à trouver celle de la serre. Les orchidées de maman. C'était bien plus que des fleurs. Maman avait passé les dernières années de sa vie, clouée dans un fauteuil roulant, à s'occuper de ces plantes délicates. Quand elle est morte, papa voulait tout jeter. Ça prend de la place et ça sert à rien, avait-il dit. J'avais sauvé chaque peau, chaque racine. Les Agapantes avaient été construites autour de cette mémoire. L'idée qu'Oriane puisse envahir cet espace, y installer son chaos, sa vulgarité et son mépris, me donnait physiquement mal. Oriane détestait tout ce qui demandait de l'attention et de la délicatesse. Elle était une force destructrice, un trou noir qui aspirait l'énergie et l'argent de ceux qui l'entouraient. J'ai réservé un billet de train TGV pour Saint-Jean-de-Luz. Départ mardi soir, 18h. Arrivée prévue vers 22h30. Je n'irai pas dormir dans ma villa. Non, ce serait trop risqué. Si elle arrivait plus tôt, je serais piégée avec elle. J'ai réservé une chambre dans un petit hôtel de charme, l'hôtel de la plage, qui offrait une vue directe sur la promenade, mais qui était assez loin de ma maison pour que je ne sois pas vue. Le mardi s'est traîné avec une lenteur exaspérante. J'ai dû assister à des réunions de marketing pour le lancement de mon nouveau parfum, hochant la tête pendant que des graphistes me parlaient de nuances de bleu, alors que mon esprit était à 800 km de là, visualisant les plans de ma maison comme un général examine un champ de bataille. Dans le train, filant à 300 km/h vers le sud-ouest, j'ai reçu un dernier message de papa. Sois gentil avec ta sœur. Elle a beaucoup souffert. Elle arrive demain avec un ami pour l'aider à porter ses cartons. Fais en sorte qu'il y ait de quoi manger dans le frigo. J'ai ri. Un rire sec, sans joie. Il pensait vraiment que j'étais là-bas, en train de remplir le frigo, en train de jouer la servante docile. Il n'avait aucune idée que j'étais assise en première classe, regardant le paysage défiler dans la nuit noire, armée non pas de course, mais d'un dossier juridique complet sur les droits de propriété. Un ami. Ce détail m'a fait tiquer. Oriane ne faisait jamais rien seule. Qui était cet ami? Un nouveau petit copain? Un déménageur au noir? Une autre âme perdue qu'elle avait réussi à manipuler? Je suis arrivée à Saint-Jean-de-Luz sous une bruine persistante. L'air salin m'a rempli les poumons, mais au lieu de m'apaiser comme d'habitude, il m'a semblé chargé d'électricité statique. J'ai rejoint ma chambre d'hôtel, j'ai posé mon ordinateur portable sur le petit bureau face à la fenêtre noire, et j'ai connecté l'interface de mes caméras. L'écran s'est allumé, divisé en 6 carrés. Le salon silencieux.
La cuisine immaculée. La serre, paisible dans l'obscurité. Le portail fermé. Tout était calme. Le calme avant la tempête. Je me suis endormie habillée, mon téléphone serré dans ma main, attendant l'inévitable notification de mouvement qui allait changer ma vie à jamais. Mercredi matin. Le jour s'est levé gris et lourd sur la côte basque. J'avais à peine dormi. Kenza, mon assistante personnelle et seule véritable amie, m'avait rejointe par le premier train du matin. Elle était entrée dans ma chambre d'hôtel avec 2 grands cafés noirs et une détermination farouche. Kenza connaissait toute l'histoire. Elle avait vu les relevés bancaires, les chèques signés pour couvrir les dettes d'Oriane, les pleurs étouffés après les repas de Noël désastreux. « Tu es sûre de vouloir faire ça ?» m'a-t-elle demandé en s'installant à côté de moi devant les écrans de contrôle. Une fois qu'on lance la machine, il n'y a pas de retour en arrière. Ta famille va exploser. Ma famille a explosé le jour où maman est morte, Kenza. Ce qu'il reste, ce sont des débris qui me blessent à chaque fois que j'essaie de les ramasser. À 13h45, une notification a clignoté en rouge sur mon écran. Détection de mouvement, portail principal. Mon cœur a raté un battement. Sur l'écran, un camion de location blanc, assez gros pour contenir une vie entière, s'est engagé maladroitement dans l'allée privée, écrasant au passage une bordure de lavande que j'avais plantée l'été dernier. La portière conducteur s'est ouverte. Un homme en est descendu. Ce n'était pas un déménageur professionnel. Il portait un débardeur noir malgré le froid, laissant voir des bras couverts de tatouages agressifs. Il avait le crâne rasé et une démarche lourde, celle de quelqu'un qui a l'habitude d'intimider par sa simple présence. C'était donc lui, l'ami. Puis, la portière passager s'est ouverte. Oriane. Elle portait des talons hauts. Pour un déménagement. Elle avait un manteau de fausse fourrure blanche et des lunettes de soleil immenses, comme si elle était une star incognito fuyant les paparazzis. Elle a fait un geste ample vers ma maison, comme une reine présentant son nouveau royaume à son chevalier servant. J'ai zoomé sur l'image. Je pouvais voir ses lèvres bouger. Elle donnait des ordres. 2 autres hommes sont sortis de l'arrière du camion. Ils ont ouvert le haillon. Ce que j'ai vu ensuite m'a fait bondir de ma chaise. Ils ont commencé à sortir des meubles. Un canapé en cuir rouge vulgaire. Une table en verre. Des cartons énormes. « Regarde ce qu'ils font », s'écria Kenza, pointant l'écran du doigt. Oriane s'était dirigée vers la terrasse couverte où j'avais laissé quelques meubles en teck d'époque, des pièces que j'avais chinées avec amour. Elle a fait un geste dédaigneux de la main. Les 2 hommes ont attrapé mes fauteuils en teck et les ont traînés grossièrement sur le gravier pour les balancer sous la pluie, dans l'herbe mouillée. Non, ai-je murmuré. Ils faisaient de la place. Ils vidaient mes affaires, mes souvenirs, mes choix, pour les remplacer par son bric-à-brac de mauvais goût. Elle jetait littéralement ma vie dehors pour installer la sienne. Je dois faire une pause ici car la rage me reprend rien qu'en y pensant. Mettez-vous à ma place un instant. Vous travaillez dur pendant 10 ans pour vous offrir votre rêve. Et votre sœur, qui n'a jamais travaillé un jour de sa vie, débarque et jette vos meubles sous la pluie comme des ordures. Que auriez-vous fait à ce moment précis? Auriez-vous couru là-bas pour vous battre physiquement? Ou auriez-vous fait comme moi, attendre le moment fatal? Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait. J'ai vu Oriane rire. Elle a allumé une cigarette alors que c'est une propriété strictement non-fumeur à cause du risque d'incendie avec les pins maritimes et a jeté ses cendres sur le sol de ma terrasse en pierre naturelle. L'homme tatoué, que j'apprendrai plus tard s'appelait Armel, s'est approché de la porte d'entrée massive en chêne. Il a tapé dessus du plat de la main, comme pour tester sa solidité. Oriane l'a rejoint, fouillant dans son sac à main de marque, probablement une contrefaçon, ou acheté avec l'argent du divorce. Elle a sorti un trousseau de clés. Les clés que papa avait dû lui donner en douce. Les clés que j'avais désactivées il y a 48 heures. C'est l'heure, a chuchoté Kenza. Je n'ai pas répondu. Je fixais l'écran, fasciné et terrifié. Elle a inséré la clé dans la serrure. Elle a tourné. Rien. Elle a froncé les sourcils. Elle a forcé un peu. Elle a retiré la clé, l'a regardée, l'a remise. Elle a tourné plus fort, secouant la poignée avec agacement. La porte est restée close, un gardien silencieux et inébranlable. Le visage d'Oriane a changé.
Le sourire suffisant a disparu, remplacé par une confusion qui s'est vite transformée en une grimace de colère pure. Elle s'est retournée vers Armel et a crié quelque chose. Armel a haussé les épaules et a donné un coup de pied dans la porte. Le spectacle commençait. Mais je ne savais pas encore jusqu'où ils allaient aller. Mon téléphone s'est mis à vibrer si violemment sur la table qu'il a failli tomber. C'était elle. Je n'ai pas répondu. Immédiatement après, un message est apparu. La serrure déconne. T'as changé le code? Envoie-le-moi tout de suite, il commence à pleuvoir et mes affaires vont être trempées. Aucun s'il te plaît. Aucun bonjour. Juste une exigence brute. J'ai tapé ma réponse, mes doigts volant sur l'écran tactile. La serrure fonctionne parfaitement. Elle est programmée pour ne laisser entrer que la propriétaire. C'est-à-dire moi. Tu n'as aucune autorisation d'être là. Pars. Sur l'écran de surveillance, j'ai vu Oriane lire le message. Sa réaction a été viscérale. Elle a hurlé, jetant presque son téléphone par terre. Elle a frappé du poing contre le bois de la porte. Armel s'est approché d'elle, l'a prise par les épaules. Ils ont échangé des mots vifs. Il semblait lui demander des explications. Elle gesticulait, pointant la maison, puis son téléphone, jouant visiblement la victime. Puis, l'appel inévitable est arrivé. Papa. J'ai décroché, mettant le haut-parleur pour que Kenza puisse entendre. Flavie. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ta sœur m'appelle en pleurs. Elle est devant la maison, elle ne peut pas entrer. Je sais, Renaud. Je la regarde en ce moment même. Tu la regardes? Tu es là-bas? Ouvre cette porte immédiatement. Non. Je suis à distance. Et je ne vais pas ouvrir. Je t'avais prévenu lundi. Je t'ai dit non. Tu as choisi d'ignorer ma décision de propriétaire. C'est la conséquence de ton manque de respect. Manque de respect? C'est toi qui manques de respect à la famille. C'est ta sœur aînée. Elle a tout perdu. Tu vas la laisser dormir dehors comme un chien? Elle a un camion, elle a de l'essence, et d'après ce que je vois, elle a les moyens de se payer des déménageurs et des vêtements de luxe. Elle peut aller à l'hôtel. Tu es un monstre, a craché mon père. Ta mère aurait honte de toi. L'argent t'a pourri. Cette phrase. Ta mère aurait honte de toi. C'était son arme nucléaire. Il l'utilisait à chaque fois qu'il voulait me briser. D'habitude, je pleurais. D'habitude, je cédais. Mais aujourd'hui, en regardant Oriane dehors, qui donnait un coup de pied rageur dans un de mes pots de fleurs, le brisant en 1000 morceaux, je n'ai rien ressenti d'autre qu'une froideur glaciale. Maman aurait honte de voir que tu as élevé une femme de 40 ans qui ne sait pas s'assumer et qui vole sa petite sœur, ai-je répondu calmement. Maman aimait cette maison. Oriane est en train de la détruire. Regarde tes messages, je t'envoie la vidéo de ce qu'elle vient de faire à mes fleurs. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Sur l'écran, la situation dégénérait. Oriane faisait les 100 pas sur la terrasse. Les deux déménageurs avaient l'air mal à l'aise, regardant leur montre. Ils étaient payés à l'heure, et le compteur tournait. Soudain, Armel a fait quelque chose qui a glacé le sang dans mes veines. Il est retourné au camion. Il a fouillé dans la cabine avant. Quand il est revenu vers la maison, il tenait quelque chose de long et de métallique dans sa main droite. Une barre à mine. Un pied de biche. Oh mon Dieu, souffla Kenza. Il ne va pas faire ça, il va essayer de forcer l'entrée, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement malgré moi. Armel a marché droit vers la grande baille vitrée du salon. C'était du verre renforcé, anti-effraction, mais il ne tiendrait pas éternellement face à une barre d'acier maniée par un homme de 100 kilos enragé. Oriane ne l'a pas arrêté. Elle s'est croisé les bras, un sourire cruel flottant sur ses lèvres. Elle voulait entrer, peu importait le coup. C'était le moment de bascule. Ce n'était plus une dispute familiale. C'était une attaque. J'ai posé mon doigt sur le bouton microphone de l'application. Ma voix allait retentir à travers les haut-parleurs extérieurs dissimulés sous le toit. Ne fais pas ça, Armel, ai-je chuchoté pour moi-même avant d'appuyer. Ne me force pas à appuyer sur le bouton rouge. Mais il a levé le bras. J'ai appuyé sur le bouton du micro. Ma voix, amplifiée et déformée par le système audio extérieur,
a tonné sur la terrasse comme la voix d'une divinité en colère. Éloignez-vous de la porte. Vous êtes sur une propriété privée. Ceci est votre dernier avertissement. L'effet a été immédiat. Oriane a sursauté violemment, portant la main à sa poitrine. Elle a tourné la tête dans tous les sens, cherchant la source du son, avant de fixer la caméra de sécurité discrète nichée dans l'angle du toit. Armel s'est figé, le pied de biche en l'air. Il a plissé les yeux, scannant la façade. « Flavie ?» a hurlé Oriane, s'approchant de la caméra comme si elle pouvait me traverser l'écran. « C'est toi ? Arrête tes conneries. Ouvre cette putain de porte. Tu te prends pour qui avec ton micro ? Big Brother ? Je suis la propriétaire, ai-je répondu, ma voix résonnant dans le calme du quartier résidentiel. Armel, pose cette baramine. Si tu touches à cette vitre, tu commets une effraction criminelle. J'ai déjà prévenu la police. Ils sont en route. C'était un demi-mensonge. Je n'avais pas encore appelé la police, j'avais espéré qu'ils partiraient. Mais mon doigt planait au-dessus du bouton d'appel d'urgence. Armel a regardé la caméra, puis Oriane. Il a ricané. Un rire laid, méprisant. La police ? Pour une histoire de famille ? Tu bluffes, ma petite. Ta sœur a dit que c'était chez elle. J'ouvre juste la porte qu'elle a oublié de déverrouiller. Il a reculé d'un pas pour prendre de l'élan. Non. Ai-je crié, oubliant le micro. Crash. Le bruit du métal rencontrant le verre feuilleté a été esséurant. Le verre ne s'est pas brisé en 1000 morceaux, grâce au film de protection, mais une immense toile d'araignée blanche est apparue au centre de la baie vitrée, là où l'impact avait eu lieu. C'était une blessure sur le visage de ma maison. L'alarme s'est déclenchée instantanément. Une sirène stridente, insupportable, conçue pour désorienter les intrus. Les projecteurs de sécurité se sont allumés, inondant la terrasse d'une lumière blanche aveuglante malgré le jour. J'ai vu Armel reculer, surpris par l'intensité du bruit. Mais la rage a pris le dessus. Il a frappé une deuxième fois. Puis une troisième. Le verre commençait à céder au centre. Il allait faire un trou suffisant pour passer la main et déverrouiller de l'intérieur. Je n'ai plus hésité. J'ai composé le 17. Police secours, j'écoute. Je m'appelle Flavie X. Je suis propriétaire de la villa Les Agapantes, route de la Corniche. Une intrusion est en cours. Ils sont armés d'une barre de fer. Ils sont en train de briser les vitres. Je vois tout par caméra. Faites vite, je vous en supplie. Nous avons reçu l'alarme automatique, madame. Une patrouille est déjà dans le secteur. Ils arrivent. Sur mon écran, c'était le chaos. Oriane se bouchait les oreilles à cause de la sirène, mais elle criait des encouragements à Armel. Vas-y. Casse tout. Elle va payer les réparations de toute façon. Cette phrase. Elle va payer. C'était le résumé de notre relation. Je payais toujours. Je payais pour ses erreurs, ses caprices, ses échecs. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était elle qui allait payer. Soudain, des lumières bleues ont balayé les murs de ma maison. Pas une, mais 2 voitures de police ont dérapé dans l'allée de gravier, bloquant le camion de déménagement. 4 officiers en sont sortis, armes au poing. Police. Lâchez l'arme. À terre. Armel s'est retourné, le pied de biche toujours à la main. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru qu'il allait charger les policiers. C'était un homme violent, impulsif. Lâchez l'arme ou on tire. A hurlé un officier. Le bruit métallique de la barre tombant sur la terrasse en pierre a résonné même à travers mon ordinateur. Armel a levé les mains. 2 policiers lui ont sauté dessus, le plaquant violemment au sol, visage contre les éclats de verre qu'il venait de créer. Et Oriane ? La transformation a été instantanée. Digne d'un Oscar. Dès qu'elle a vu les uniformes, elle s'est effondrée à genoux. Elle a commencé à sangloter, des pleurs hystériques, théâtraux. Oh merci. Merci d'être là. Ma sœur est folle. Elle nous a enfermés dehors. On essayait juste de rentrer chez nous. Aidez-moi. Je regardais l'écran, pétrifié.
Elle essayait de retourner la situation. Elle essayait de faire passer les policiers pour ses sauveurs. Kenza, on y va, ai-je dit en claquant l'écran de mon ordinateur. Prends les clés de la voiture. Je dois aller là-bas avant qu'elle ne les embobine avec ses larmes de crocodile. Nous avons couru sous la pluie vers ma voiture. La confrontation finale n'était plus virtuelle. Elle allait être réelle, face à face, au milieu des débris de ma vie privée. Le trajet de l'hôtel à la villa n'a duré que 5 minutes, mais il m'a semblé durer une éternité. Kenza conduisait, ses mains serrées sur le volant, tandis que je préparais le dossier de documents sur mes genoux. Titre de propriété, plainte pré-rédigée, et la tablette avec les vidéos de surveillance sauvegardées. Quand nous sommes arrivés, la scène était surréaliste. Les gyrophares bleus tournoyaient, reflétés par les flaques d'eau et les baies vitrées intactes. Armel était déjà menotté à l'arrière d'une voiture de police, hurlant des obscénités que je pouvais entendre malgré les vitres closes. Oriane, elle, n'était pas menottée. Elle était assise sur les marches du perron, un policier jeune et compatissant penché vers elle. Elle avait mis un châle sur ses épaules et tremblait visiblement. Je suis sortie de la voiture, ouvrant mon grand parapluie noir. J'ai marché vers eux, le bruit de mes talons sur le gravier attirant l'attention. « C'est elle !» a crié Oriane en me pointant du doigt. « C'est elle la responsable !» Elle m'a invitée et elle a changé les codes pour se moquer de moi. « Arrêtez-la !» Le policier s'est redressé et s'est approché de moi, la main posée sur sa ceinture. « Madame ? Vous êtes qui ? » « Je suis Flavie Lefebvre. Je suis la propriétaire unique de cette maison. Et je suis celle qui vous a appelé. » J'ai tendu mon dossier au policier le plus gradé, un capitaine aux cheveux gris. « Voici mon titre de propriété. Voici ma carte d'identité. Et voici, sur cette tablette, la vidéo enregistrée il y a 10 minutes montrant cet homme en train d'attaquer ma maison à la barre de fer, sous les encouragements de cette femme. » Le capitaine a pris la tablette. Il a regardé la vidéo en silence pendant 30 secondes. Puis il a levé les yeux vers la baie vitrée brisée. « Madame Lefebvre, votre sœur prétend qu'elle réside ici et que c'est un litige civil. Elle dit que vous lui avez donné l'autorisation. » « Elle ment, ai-je répondu froidement. Elle n'a jamais résidé ici. Elle n'a aucun bail, aucune facture à son nom, aucune clé valide. C'est une tentative d'occupation illégale avec effraction et dégradation de biens. Je porte plainte pour tout. » Oriane s'est levée d'un bond, son masque de victime se fissurant. « Tu es une garce, Flavie. Papa a dit que je pouvais venir. C'est la maison de la famille. » « Non, Oriane. C'est ma maison. Payée avec MON argent. Papa n'a aucun droit ici. Et toi non plus. » À cet instant, une voix s'est élevée depuis la haie de laurier voisine. C'était Madame Soline, ma voisine de 70 ans, qui promenait son caniche sous la pluie pour ne rien rater du spectacle. « Je peux témoigner. » a crié Madame Soline. Le capitaine s'est tourné vers elle. « Témoigner de quoi, madame ? » Cette femme, a dit Soline en pointant Oriane, est venue ici il y a 2 mois quand Flavie n'était pas là. Elle a escaladé le portail. Je l'ai vue. Elle a essayé de vendre les meubles de jardin à un brocanteur qui passait. J'ai dû menacer d'appeler la gendarmerie pour qu'elle parte. Oriane est devenue blême. Ce mensonge-là, elle ne l'avait pas raconté à papa. Le capitaine a hoché la tête. Il s'est tourné vers Oriane. Son attitude avait changé. Il n'y avait plus de compassion. « Madame, levez-vous. Mettez vos mains dans le dos. »« Quoi ? Mais vous n'êtes pas sérieux ? Je suis la victime. Vous êtes en état d'arrestation pour complicité de tentative d'effraction et dégradation de propriété privée. Nous verrons pour les autres chefs d'accusation au poste. » Le clic des menottes se refermant sur les poignets d'Oriane a été le son le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu. Elle a commencé à se débattre, hurlant « J'appelle papa. Tu vas voir Flavie. Papa va te déshériter. Tu vas mourir seule. » Je l'ai regardée se faire pousser, sans ménagement, vers la 2e voiture de police. Elle a dû baisser la tête pour entrer. Nos regards se sont croisés une dernière fois à travers la vitre. J'y ai vu de la haine pure, mais aussi, pour la première fois, de la peur. La vraie peur de quelqu'un qui réalise que le monde réel a des conséquences.
Les déménageurs, qui avaient assisté à toute la scène en silence, ont commencé à remonter la rampe de leur camion. « Et mes meubles ?» a crié Oriane depuis la voiture de police. « On les ramène au dépôt, madame. » a répondu le chef d'équipe. « Et faudra payer le retour et le stockage. Sinon on vend tout aux enchères. » La voiture a démarré. Les gyrophares se sont éloignés. Le silence est retombé sur les agapantes, troublé seulement par le bruit de la pluie. Je me suis tournée vers ma maison. La vitre était brisée. Les fleurs étaient écrasées. La terrasse était souillée. Mais la maison était vide. Elle était toujours à moi. « C'est fini ?» a demandé Kenza doucement. « Non », ai-je répondu en regardant mon téléphone qui affichait 15 appels manqués de papa. « Ça ne fait que commencer. La guerre juridique et médiatique arrive. » Et j'avais raison. Oriane n'allait pas tomber sans essayer de m'entraîner dans sa chute. Le lendemain matin, j'étais au commissariat de Saint-Jean-de-Luz pour signer ma déposition officielle. J'étais épuisée, vidée. J'avais passé la nuit à faire installer des panneaux de bois provisoires sur la baie vitrée brisée. Quand je suis sortie du poste, mon téléphone a commencé à vibrer d'une manière anormale. Non pas des appels, mais des notifications. Des centaines. Kenza m'a appelé, la voix paniquée. « Flavie, n'ouvre pas Facebook. » Surtout pas, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a posté. Et c'est viral. Bien sûr, j'ai ouvert Facebook. Oriane avait été relâchée tôt le matin, probablement après que papa ait payé sa caution. La première chose qu'elle avait faite n'était pas de s'excuser, mais de lancer une bombe atomique numérique. Sur son profil, une photo d'elle, les yeux rougis, probablement frottés pour les faits, avec un texte long et poignant. Je ne pensais jamais devoir rendre ça public, mais je n'ai plus le choix. Hier, ma propre sœur, la célèbre créatrice de parfums Flaviel, m'a fait jeter en prison. Moi, sa sœur aînée, qui l'ai bordée quand elle était petite. Je venais chercher refuge chez elle après avoir fui un mari violent. Elle m'avait promis le gîte. Mais quand je suis arrivée sous la tempête, épuisée, enceinte de quelques semaines, elle a appelé la police. Elle a prétendu que j'étais une cambrioleuse. Elle a regardé sa sœur enceinte se faire menotter sous la pluie depuis son hôtel de luxe. L'argent change les gens. La richesse rend monstrueux. Je suis à la rue, traumatisée, et j'ai peur pour mon bébé. Partagez pour que le monde sache qui se cache derrière ces jolis flacons de parfum. Enceinte. Elle avait osé inventer une grossesse. Les commentaires défilaient à une vitesse folle. Quel monstre! Boycotter ses parfums. Une honte pour la famille, l'argent pourrit tout. Courage Oriane, on est avec toi. Mon sang s'est glacé. Ce n'était plus une querelle privée. Elle attaquait mon gagne-pain, ma réputation, l'œuvre de ma vie. Les distributeurs de ma marque étaient très sensibles à l'image publique. Un scandale comme celui-ci pouvait tuer ma petite entreprise en une semaine. Dans l'après-midi, les premiers emails d'annulation de commandes sont arrivés. Une boutique bio à Lyon annulait son réassort. Un influenceur avec qui je collaborais m'envoyait un message froid me demandant des explications. Je me suis effondrée sur le canapé de ma villa dévastée. Je voulais tout arrêter. Je voulais appeler Oriane et lui dire « D'accord, prends la maison, prends tout, mais arrête ça. » Papa a appelé à ce moment précis. Sa voix était douce, mielleuse. « Tu as vu ce qu'elle a écrit ? C'est terrible, Flavie. Les gens te détestent. Mais on peut arranger ça. Retire ta plainte. Laisse-la s'installer quelques mois. Donne-lui un peu d'argent pour le dédommagement moral. Et elle fera un nouveau poste pour dire que c'était un malentendu, que vous vous êtes réconciliés. C'est simple. » C'était du chantage pur et simple. Il me tenait en otage avec ma réputation. J'étais sur le point de dire oui. Juste pour que ça s'arrête. Mais mon téléphone a sonné à nouveau. Un numéro inconnu. J'ai décroché machinalement. Allô ? Flavie ? C'est Thierry. L'ex-mari d'Oriane. Je me suis redressée. Thierry était un homme discret, que je n'avais vu que 3 fois. Oriane le décrivait comme un tyran avare. Thierry ? Pourquoi vous m'appelez ? J'ai vu son poste. Elle n'est pas enceinte, Flavie.
Elle s'est fait ligaturer les trompes il y a 4 ans. J'ai les documents médicaux. Et elle ne fuyait pas un mari violent. Elle fuyait mes avocats. Vos avocats? Elle a imité ma signature pour hypothéquer notre maison. Elle a tout flambé au casino en ligne et dans des sacs à main. Elle m'a ruiné, Flavie. Je suis en faillite personnelle à cause d'elle. Et si tu cèdes maintenant, elle te fera la même chose. Elle ne s'arrêtera jamais. Les mots de Thierry ont agi comme un électrochoc. Elle n'était pas juste méchante. Elle était une prédatrice. Tu as des preuves? Ai-je demandé, ma voix retrouvant sa fermeté. J'ai tout. Les relevés bancaires, les faux en écriture, le dossier médical. Je te les envoie. Détruis-la, Flavie. Pour nous deux. J'ai raccroché. J'ai regardé Kenza qui me tendait un mouchoir. Je l'ai repoussé. Je n'avais plus envie de pleurer. Kenza, appelle l'avocat. Et prépare un communiqué de presse. On ne va pas se défendre. On va attaquer. Le lendemain, l'atmosphère dans la villa était celle d'un quartier général de guerre. Nous avions passé la nuit à compiler les preuves. Le dossier que Thierry m'avait envoyé était accablant, des centaines de pages montrant une addiction pathologique au jeu, des faux documents et des dettes colossales. Mais le plus douloureux n'était pas là. Dans une conversation Messenger que Thierry m'avait transférée, datant d'il y a 3 ans, Oriane écrivait à une amie « J'attends juste que le vieux, papa, claque pour récupérer sa part. Et pour Flavie, cette coincée, je lui ferai cracher le morceau. Maman préférait ses fleurs à nous de toute façon, je suis contente qu'elle soit morte, ça fait de la place. » En lisant ces lignes sur ma mère, quelque chose s'est définitivement brisé en moi. Le dernier lien, ce fil ténu de culpabilité et d'obligation sororale que je traînais comme un boulet, a cassé net. Je ne ressentais plus rien pour cette femme. Elle était une étrangère. Une ennemie. À 10h, j'ai publié ma réponse. Pas de texte larmoyant. Juste une vidéo de 3 minutes, montée froidement, intitulée « La vérité sur l'affaire des Agapantes ». La vidéo commençait par les images de surveillance, Oriane ordonnant de jeter les meubles sous la pluie. Le son était clair, on l'entendait rire. Puis, la séquence d'Armel avec la barre de fer. La violence brute, le bruit du verre, les cris de haine. Ensuite, des captures d'écran des relevés bancaires, non masqués, montrant les 50 000 € que j'avais virés à Oriane ces 5 dernières années pour l'aider. Et enfin, le coup de grâce, le document médical anonymisé prouvant sa stérilisation volontaire datant de 2021, juxtaposé à son post Facebook où elle prétendait être enceinte et effrayée. En légende, j'avais écrit une seule phrase, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Elle finit toujours par arriver. Rendez-vous au tribunal. L'effet a été cataclysmique. Internet, cette bête versatile, a changé de camp en 1 heure. Les mêmes personnes qui m'insultaient la veille se sont mises à partager ma vidéo avec des légendes comme quelle manipulatrice, la honte absolue, force à toi Flavie. Les journalistes locaux, sentant l'odeur du sang et du scandale dans la haute bourgeoisie, se sont emparés de l'histoire. L'influenceuse menteuse et le saccage de la villa. Le téléphone d'Oriane a dû fondre. Elle a supprimé son post original vers midi. Puis elle a désactivé son compte. Mais le moment le plus intense n'a pas été en ligne. Il a été physique. Vers 14h, une voiture s'est garée devant le portail, réparée provisoirement. C'était papa. Il est sorti, l'air hagard, vieux. Il tenait une tablette à la main. Il avait vu la vidéo. Il avait vu les messages sur maman. Je suis sortie à sa rencontre, mais je suis restée derrière le portail fermé. Les barreaux noirs nous séparaient. C'était symbolique. Flavie, a-t-il commencé, la voix tremblante. Je ne savais pas. Pour les jeux, pour ce qu'elle a dit sur ta mère, tu ne voulais pas savoir, Renaud. Tu as préféré sacrifier la fille qui réussissait pour protéger celle qui échouait, parce que c'était plus facile pour ton ego. Tu voulais être le sauveur d'Oriane avec mon argent. Je suis ton père. Ouvre-moi. On doit parler. Non. J'ai fini de parler. Tu as choisi ton camp hier, quand tu m'as traité de monstre alors que je me faisais attaquer. Tu as choisi ton camp quand tu m'as demandé de payer son silence. Il a agrippé les barreaux. Elle va aller en prison si tu maintiens ta plainte, Flavie.
C'est ta sœur. Elle ira en prison parce qu'elle a commis des crimes. Pas à cause de moi. Et toi, tu vas devoir apprendre à vivre sans mes chèques. Son visage s'est décomposé. C'était la véritable horreur pour lui. Non pas la perte de ses filles, mais la perte de son confort financier. Tu ne ferais pas ça, regarde-moi bien. J'ai tourné les talons et je suis rentré dans ma maison, le laissant seul sur le trottoir. J'ai vu sur l'écran de contrôle qu'il est resté là 10 minutes, immobile, avant de repartir. C'était la dernière fois que je voyais mon père en tant que papa. Il n'était plus qu'un vieil homme amer que je connaissais autrefois. Les semaines qui ont suivi ont été un mélange étrange de procédures judiciaires froides et de renaissance personnelle. Oriane a essayé de nier, puis de négocier. Son avocat commis d'office a contacté le mien pour proposer un arrangement. Elle plaiderait coupable pour dégradation légère si je retirais les charges de tentative d'effraction et de diffamation. J'ai refusé. J'ai maintenu chaque ligne de l'accusation. Je ne voulais pas de vengeance, je voulais la justice. Je voulais qu'il y ait une trace officielle, indélébile, de ce qu'elle était, pour que plus personne ne puisse dire c'est juste une dispute de famille. L'audience a eu lieu 3 mois plus tard à Bayonne. Oriane était là, sans maquillage, vêtue modestement, jouant la carte de la repentance. Armel, lui, était déjà en détention pour d'autres affaires de violence qui avaient refait surface grâce à mon dépôt de plainte. Le juge, une femme sévère aux lunettes fines, n'a pas été dupe. Les preuves étaient trop accablantes. Le faux témoignage sur la grossesse a particulièrement agacé le tribunal. Le verdict est tombé, 18 mois de prison avec sursis, obligation de soins pour son addiction au jeu, 10 000 € de dommages et intérêts, qu'elle ne paierait probablement jamais, et surtout, une interdiction formelle de m'approcher ou de me contacter pendant 5 ans. En sortant du tribunal, je me suis sentie légère. D'une légèreté physique, comme si on m'avait retiré un gilet de plomb que je portais depuis l'enfance. J'ai croisé Oriane dans le couloir. Elle était seule. Papa n'était pas venu. Il avait eu trop honte, ou peut-être avait-il enfin compris qu'il n'y avait plus rien à tirer d'elle. Elle m'a regardée, et pour la première fois, elle n'a rien dit. Pas d'insultes, pas de menaces, pas de manipulation. Juste le silence du néant. Elle savait que je ne serais plus jamais sa proie. Je suis retournée à Saint-Jean-de-Luz le soir même. C'était le début de l'été. Les hortensias commençaient à fleurir, de grosses boules bleues et violettes qui bordaient l'allée. J'avais fait remplacer la baie vitrée par un modèle encore plus résistant. J'avais racheté de nouveaux meubles pour la terrasse, différents des anciens. Je ne voulais pas reconstituer le passé, je voulais construire le futur. J'ai passé la soirée dans ma serre. J'ai rempoté les orchidées qui avaient survécu au choc. Certaines avaient perdu des feuilles, mais les racines étaient saines. Elles allaient repousser. C'était une métaphore facile, mais tellement vraie. Mon téléphone a sonné. C'était un numéro de Paris. Mon équipe marketing. Flavie? Les ventes de l'orage explosent. Les gens adorent l'histoire derrière le parfum, cette idée de résilience après la tempête. On est en rupture de stock. J'ai souri. La vie a un sens de l'ironie délicieux. Le scandale qui devait me détruire m'avait rendu plus visible, plus humaine aux yeux de mes clients. Ils n'achetaient pas juste un parfum, ils achetaient le symbole d'une femme qui ne se laisse pas faire. Aujourd'hui, 6 mois ont passé. Je vis la moitié de l'année aux Agapantes. J'ai installé mon laboratoire principal ici, face à l'océan. L'air salin m'inspire. Je n'ai plus de nouvelles directes de ma famille, et c'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire. J'ai appris par des cousins éloignés que papa a dû vendre sa grande maison pour payer ses propres dettes et vit maintenant dans un petit appartement. Oriane travaillerait comme caissière dans une autre région. C'est la première fois de sa vie qu'elle travaille vraiment. Peut-être que c'est ma plus grande aide finalement, l'avoir forcée à affronter la réalité. Hier soir, j'étais assise sur ma terrasse, un verre de vin à la main, regardant le soleil se coucher dans l'Atlantique. Le système de sécurité est toujours là, vigilant, mais je ne le regarde plus toutes les 5 minutes. Je n'ai plus peur. J'ai réalisé que la véritable sécurité ne vient pas des caméras ou des portes blindées. Elle vient de la capacité à dire non. Elle vient de la certitude que nous méritons notre propre espace, notre propre paix, et que personne, pas même ceux qui partagent notre sang, n'a le droit de nous le voler. J'ai créé un nouveau parfum. Je l'ai appelé Liberté.
Il sent le sel, le chêne solide et une note de tête très légère, presque imperceptible, d'orchidée sauvage. C'est l'odeur d'une femme qui a survécu à sa propre famille. Si vous êtes dans une situation où l'on vous demande de vous sacrifier pour des gens qui ne vous respectent pas, écoutez-moi bien, la culpabilité est une arme qu'ils vous ont donnée pour que vous vous blessiez vous-même. Posez l'arme. Changez les serrures. Et vivez votre vie. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'était difficile à raconter, mais nécessaire. Si vous avez ressenti quelque chose, de la colère, de la joie, ou du soulagement, cliquez sur le bouton j'aime. Et surtout, abonnez-vous. J'ai encore beaucoup de choses à partager sur la reconstruction de soi. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, votre première obligation est envers vous-même. À bientôt. Thank goodness this book has pictures. What is happening? I got this, guys. How you shoot. I'm here to left like lightning, don't worry. Yeah, get in there, Doc. I physically can't. Oh my god. Okay, I wasted my ult, killed none of them, and I died. Yeah, you You don't. guys do. Yeah. I'm holding left right now. I can't fucking move. Better stop that vehicle. Their Emma. My We need their body's Emma on our fully team. recovered. My brain, not so much. Bro, they're kind of holding it down for them. Oh, Lightning, you're dead. You're not dead somehow. Thanks to my team. My squirrels hit a wall. Oh, they're going. They're going. You know, you squirrels? She's like, where'd she go? I think this guy hates me. Oh my god. No, you're just getting what every scroll girl deserves. Oh, I got it. I think you're just jealous of my left click and steals lightning. Where's my kill? My goodness. What the heck is going on? Yeah, I don't know. Oh. You got no one. God. I'm getting fucking charged by this bitch. What? I don't get kill credit for that. Suck it, What? Brain. Only 60 seconds left. Oh my god. I am ready to put on a Oh show. shit, I did not know this was gonna do that. Oh, okay. Let me just, How did I get caught by that? Hey, I'm alive. Thank you, guys. Of course, I got you. Emma Frost is back here, by the way. Tell her I said hi. Oh my god, my left click and steals are amazing. Hey, fucking bitch. She doesn't get a high anymore. Guys, Not portally. Here's how you shoot. they both looked at you. Hey, guys, we won. Love us. Love us. Yeah. Only 32, by the way. Lightning, come on. Pick it up. I didn't know you were You pretty could have got 27 like me, but no. He wants You're to old. get 3. You're old.
Wait, and how long have you guys been dating? What? Maybe 3 or 2 years. 6 or 7? Maybe. Oh my god, I did the motion before I even said anything, Tommy. That's crazy. It is Crazy, for real. Da, da, da. I was crazy once. That's what I was thinking of. Oh my god. You'll need a top No. notch to win this. We're so in sync, we should kiss. No? Oh no, no, don't do that. I was waiting for. I was like, hello? I don't know.